cycle continental de l'eau. Dans le paysage des Combrailles, l'arbre est partout. Nous voyons des bosquets et des bois, bien sûr, mais il y a aussi des haies qui sont des alignements d'arbres et de buissons tout autour des parcelles et qui correspondent le plus souvent actuellement à une situation d'élevage qui est héritée des petites exploitations agricoles des années 50-60. Mais auparavant, il faut savoir qu'un certain nombre de ces terrains étaient quand même très propices, particulièrement les terrains granitiques, à la culture céréalière. Avant qu'il y ait les trains et les camions, il fallait se nourrir quasiment avec des ressources locales. Donc, en fait, avec l'élevage, il est probable que le paysage a un peu changé et que le bocage s'est resserré. On imagine que pour faire mûrir des céréales, il vaut mieux pas trop d'ombre. Donc, à ces époques-là, où les parcelles étaient petites, on a pu effectivement étoffer le bocage, notamment à cause des ressources en feuillage fourragé pour les bêtes. À certaines époques, il était très intéressant, dans la période d'été, de pouvoir nourrir les animaux avec des feuillages. C'était un petit complément, mais qui comptait. Et cette situation a été quand même très bousculée dans les années 60, 70, 80, puisque avec la loi d'orientation agricole de 1962, on a lancé l'agriculture pour qu'elle rétablisse une ressource alimentaire conséquente pour tous les Français. Et ça a été aussi inséré dans la politique agricole commune qui, à l'époque, assurait des prix stables aux produits agricoles essentiels, par exemple le lait, la viande et les céréales. Et dans ces conditions, la production s'est beaucoup développée très vite. Il y a eu évidemment tout l'effort agronomique sur les variétés. Bon, bref, pour cultiver en introduisant des moyens puissants comme les tracteurs ou les machines de récolte, eh bien, il a fallu agrandir les parcelles et le bocage a été très bousculé, même en Combrailles. Il y a eu des remembrements, ils ne sont pas forcément partout, mais c'était quand même un mouvement très important qui a beaucoup détruit et qui a fait perdre la notion d'utilité des haies pour beaucoup de gens. Alors maintenant, nous arrivons à l'époque actuelle, l'époque récente. Les opérations de remembrement ont fait un certain nombre de dégâts sur les haies, mais on commence à comprendre avec le changement climatique qu'il y a nécessité de réfléchir complètement la question des haies, car elles sont très protectrices. Elles sont protectrices à différents niveaux. Elles sont protectrices, bien entendu, pour ralentir le vent et l'influence de la haie. C'est quelque chose comme 10 fois la hauteur de la haie. Donc si vous avez une haie de 7 ou 8 mètres, eh bien, vous protégez votre parcelle sur 70-80 mètres. Et bien entendu, il y a moins de production tout à fait au pied de la haie, mais ce n'est pas très grave, c'est un petit espace qui est abîmé par l'excès de concurrence. Par contre, sur l'ensemble de la parcelle, vous aurez quand même en moyenne une bonne protection et vous aurez un effet climatique. L'effet climatique n'est pas simplement de ralentir le vent, c'est aussi d'augmenter l'humidité générale de l'ambiance au ras du sol. Donc les plantes sont dans une condition moins séchante. Par ailleurs, les haies sont à enracinement assez profond et le long de ces racines, et avec aussi la captation de la pluie par le feuillage, vous avez un flux d'eau qui est retenu et qui descend plus bas que simplement avec les cultures. La haie participe au cycle continental de l'eau. Alors dans le cycle continental de l'eau, vous avez la végétation, vous avez les sols nus qui ont été labourés et qui se dessèchent, vous avez les plans d'eau qui libèrent par évaporation, qui libèrent de l'eau. Et les arbres ont un rôle particulier, surtout si vous avez une forêt très irrégulière en hauteur, des grands, des petits et des tourbillons au-dessus de la forêt, vous avez une possibilité de condensation de l'humidité de l'air à certaines heures, à certaines températures qui se produisent. Il y a des différences de température qui peuvent créer de la condensation. Donc vous valorisez les haies. En plus, les arbres, et même les arbres des haies, émettent des
des substances, émettent aussi des pollens, émettent toutes sortes d'influences qui vont favoriser aussi la condensation de l'humidité. S'il y a des brouillards, par exemple, ce que libèrent les arbres est un facteur de condensation. Donc les arbres ont aussi un effet sur l'atmosphère. Et alors les haies, évidemment, jouent un rôle pour l'humidité générale de la parcelle, puisque vous avez cette transpiration des arbres qui est intense et qui permet d'humidifier l'air. Alors cette humidité de l'air, elle peut profiter localement, mais elle peut profiter aussi à des kilomètres par la formation de nuages. Plus vous avez d'arbres, plus vous avez tendance à former des nuages et des condensations, puisqu'il y a aussi les facteurs de condensation que sont les microparticules lâchées par les arbres, les microsubstances. Et cette situation fait qu'un paysage général conduit en bocage avec aussi, bien entendu, des bois et des forêts, ce sera une région plus humide que les grandes plaines de la Beauce ou la grande plaine de Limagne. Il y a un facteur de présence de l'arbre qui est très important. Les haies qui sont les plus efficaces pour retenir l'eau, ce sont évidemment les haies qui sont en travers de la pente. Et si en plus elles sont couplées avec une surélévation, comment dire, un talus qui retient l'eau, donc vous avez une double fonction, le talus qui retient l'eau et la haie qui fait pénétrer l'eau en profondeur. Et tout cela nourrit évidemment la nappe phréatique et les sources. Voilà, donc en plus de l'ambiance humide que crée le changement microclimatique par la transpiration des arbres. Oui, j'ai oublié de dire que la transpiration des arbres abaisse la température. Donc ce facteur-là est important pour l'ensemble d'un massif, l'ensemble d'une structure agricole qui est habillée par des haies. Donc face aux sécheresses, on a aussi la gravité des sécheresses est due à l'augmentation de température et à l'augmentation de ce qu'on appelle l'évapotranspiration potentielle. L'évapotranspiration potentielle, c'est la somme de la transpiration des sols qui sont humides et qui évidemment évaporent beaucoup d'eau et la transpiration des arbres à travers les feuilles. Ce qui est certain, c'est qu'avec le changement climatique, on a toujours autant d'eau dans notre région, et même en France. Donc, si vous regardez les statistiques sur les années 60, 70, 80, et puis ensuite les années 90 jusqu'à aujourd'hui, vous apercevez que vous avez la même quantité de pluviométrie annuelle toutes ces années-là, toutes ces grandes périodes-là. Donc, le problème, il n'est pas dans la quantité d'eau pour notre région, le problème, il est dans la variation de la quantité d'eau d'une année à l'autre. Il y aura des années humides, il y aura des années très sèches. Et dans la répartition à l'intérieur de l'année, on n'a plus le schéma habituel qui est dans la tête des gens expérimentés, des agriculteurs. Et donc, ils sont un petit peu, troublés par le fait que les pluies n'arrivent pas au moment attendu. Et donc, on a des paquets d'eau qui peuvent tomber à certains moments, ou des petites pluies médiocres qui continuent sur 4-5 mois avec une sécheresse relative importante, ou même une sécheresse carrément désastreuse. Et comment gérer cela? Alors, la tentation, c'est évidemment de faire des réserves, mais ces réserves, avec la température qui augmente et l'évapotranspiration dont on a parlé tout à l'heure, qui augmente fortement avec cette augmentation des températures, eh bien, vous perdez quand même beaucoup d'eau si vous avez de l'eau libre. Donc, la solution la plus adéquate, c'est d'entretenir les nappes. Alors, ces nappes, les nappes phréatiques, et ces nappes, on peut éventuellement y puiser, à condition de les suivre pour ne pas les épuiser, et de faire des irrigations tout à fait maîtrisées. Et aussi, elles vont nourrir les sources et les rivières, et elles vont servir à un tas d'opérateurs tout le long des cours d'eau. Donc cette opération
de garder l'eau dans des fossés cloisonnés, ou même l'autre solution, c'est d'avoir des diguettes vers le bas des pentes. On entretient des diguettes pour retenir l'eau temporairement pour qu'elle s'infiltre. Ça, c'est valable sur des sols qui sont quand même suffisamment filtrants. Sur des sols argileux, ça ne marche pas trop. Si on a un excédent de pluie, par exemple une pluie très brutale, on essaye d'en conserver le maximum dans un réseau de mares, mais des mares qui ne sont pas destinées à s'évaporer, mais qui sont destinées à s'infiltrer. Donc il faut encore des qualités de sol. C'est quand même assez compliqué, cette question de conserver l'eau. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si en plus de ces fossés, en plus de ces diguettes, qui produisent évidemment des ressauts de sol, si vous avez aussi des mares d'infiltration, vous pouvez doubler tout cela avec des haies, avec des plantations d'arbres qui vont faciliter la pénétration de l'eau dans le sol. Donc, et qui vont aussi faciliter un changement climatique local. Donc, moins de température, une évaporation qui maintient l'humidité générale de la petite région. Donc, si vous êtes sur une région très bocagère, vous avez des chances d'avoir plus de pluie et une meilleure humidité pour les cultures et une meilleure protection pour les animaux. Et il y a les animaux, bien sûr, domestiques, mais il y a aussi tous les animaux sauvages, ou les insectes, ou les renards, les chouettes, enfin tous les animaux qui sont des prédateurs pour les ravageurs des cultures, ils sont abrités dans les haies. Ils sont très favorisés par les haies, surtout si la haie a une certaine épaisseur. Donc il y a derrière cette idée la notion d'adopter quand même un label haie. Il y a un label haie qui a été défini pour gérer les haies de façon rationnelle, de façon que la ressource se reproduise. Donc quand vous exploitez une haie, vous l'exploitez d'une certaine façon pour qu'elle puisse repousser rapidement. Autrement dit, on ne laisse pas des brins à moitié coupés ou cassés. En général, si on coupe un arbre feuillu, on le coupe presque au ras du sol pour que la souche soit très féconde. Il ne faut pas que cette souche soit abîmée non plus. Il ne faut pas la mâcher. Il faut pas la... Donc tout ça, il y a un certain nombre de critères sous ce nom de label haie qui sont très nombreux. Je ne vais pas les décrire là parce qu'il faudrait peut-être une heure pour... il faut vraiment un cours pour expliquer ce qu'est le label haie. Mais c'est une notion très importante. Et ici, en Auvergne, le label haie est développé par la mission haie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et cette mission haie est vraiment très dynamique depuis 25 ans. Hein, et elle a tendance à se développer en ce moment parce qu'on a compris que la haie était un enjeu pour l'agriculture du futur face à ces sécheresses récurrentes.